Alors une médiation, c'est un mode de résolution des conflits à l'amiable. Donc ce n'est pas une voie juridique, mais c'est une voie amiable pour régler des litiges entre particuliers ou entre particuliers et une institution. C'est en quelque sorte la recherche d'une solution avant que des recours juridiques potentiels ne soient mis en marche. Tout le monde a intérêt à ce que cette médiation à l'amiable puisse se dérouler et puisse être efficace surtout. Et c'est accompagné par un médiateur qui est un tiers neutre, indépendant et impartial, et qui va offrir un espace sécurisé pour permettre le dialogue entre les protagonistes. Il y a beaucoup de médiateurs en fait qui, alors soit des médiateurs extérieurs qui interviennent en indépendant, et puis il y a aussi tous les médiateurs dits médiateurs institutionnels. Et là, il y en a de nombreux, des médiateurs à la CAF, à la CARSAT, à l'URSSAF, CPAM, etc. Et il y en a donc au niveau du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Avant que le défenseur des droits ne soit créé, il y avait ce qu'on appelait le médiateur de la République de 1973 à 2011, l'institution qui représentait en quelque sorte la médiation au niveau de l'État de la République. Déjà, Virginie le dira en ce qui la concerne, déjà pour le défenseur des droits, c'est une autorité constitutionnelle indépendante. La défenseur des droits n'a pas de compte à rendre ni au gouvernement, ni au président de la République, ni à des élus, quels qu'ils soient, ni à des organismes, etc. Donc là, le fait de ne pas avoir à rendre compte de son activité, de ses interventions, procure cette indépendance et détermine cette indépendance. Et en effet, la question de l'indépendance, elle est vraiment essentielle pour le médiateur. C'est vraiment une garantie de sa posture pour qu'il accompagne au plus juste et de manière neutre et impartiale en fait, les protagonistes. Elle se questionne un peu plus quand le médiateur est rattaché en fait, à une institution. Et pour ça, en fait, pour garantir cette indépendance, il y a aussi des garanties. Alors d'abord, le médiateur, il est formé à la médiation pour garder cette posture. Et puis, il y a aussi un cadre législatif qui pose des garanties pour cette indépendance. Donc, au conseil départemental, le médiateur est rémunéré en effet par le conseil départemental, mais selon la loi de décembre 2019, il est convenu en fait qu'il ne soit pas un agent ni un élu en fait de la collectivité. Donc moi, par exemple, j'interviens de manière rémunérée, mais sur un statut de vacataire et sur une durée déterminée. Je n'ai pas non plus de compte à rendre à qui que ce soit au sein du conseil départemental, ni au président, ni au service. Et donc, je reste sur cette posture-là. Il n'y a pas de lien hiérarchique concernant le médiateur. Donc, on accompagne les citoyens et les services du conseil départemental de la manière la plus équitable et plus impartiale possible. De notre côté, c'est pareil. J'associe souvent indépendance et impartialité. Quand on reçoit quelqu'un qui vient faire une réclamation ou exposer son problème, on lui dit qu'on est à la fois indépendant, mais aussi impartial. Impartial a aussi c'est une valeur à laquelle on tient, c'est une valeur qu'on défend, de façon à ce que la médiation se passe correctement. Et puis, les délégués, ce sont des bénévoles issus de milieux très divers. Le fait d'être bénévole n'établit pas de hiérarchie avec qui que ce soit. Nous, au conseil départemental, nous recevons les demandes des personnes, souvent par téléphone, ça peut être courrier où on les reçoit en entretien. En tout cas, ce premier contact va nous permettre, à nous, médiateurs, d'analyser la demande et de vérifier si, d'abord, ça concerne bien le conseil départemental, parce que nous avons beaucoup de situations qui concernent en fait d'autres collectivités ou institutions.
Et donc là, nous ferons en sorte de pouvoir relayer, accompagner les personnes vers les partenaires pertinents et dont pour beaucoup en fait des délégués des défenseurs des droits. Et si ça concerne le conseil départemental, nous allons vérifier la pertinence de la médiation par rapport à la situation, puisqu'en fait nous intervenons quand il y a un désaccord sur une décision du conseil départemental, donc soit après recours gracieux et avant un recours au contentieux, soit sur des situations où la relation serait complètement bloquée et il y aurait beaucoup d'incompréhension. Donc voilà, on va faire le point avec la personne, vérifier si la médiation est pertinente, et puis ensuite nous allons accompagner donc, avec une médiation. Alors il y a différentes formes, c'est soit une médiation navette, qu'on appelle navette, c'est-à-dire qu'on va écouter les uns puis les autres, ensuite on va aller se renseigner au niveau des services et on va faire un retour final sur ce qui peut aboutir de cet échange-là. Soit nous faisons une médiation en présentiel, c'est-à-dire que nous réunissons en présence les professionnels concernés, les citoyens qui ont fait une demande et là nous essayons de restaurer un dialogue, d'établir un dialogue dans un espace vraiment sécurisé en termes de cadre, de respect dans les échanges, etc. Et pour les aider en fait à aboutir à une solution qui serait soit satisfaisante pour les uns et pour les autres. Pour notre part, le réclamant, c'est comme ça dans notre jargon qu'on désigne tous ceux qui sollicitent l'intervention du délégué du défenseur des droits. Dès lors que le réclamant nous sollicite, par quelque moyen que ce soit, par téléphone, par mail, en présentiel, on s'assure d'abord de ce que son sujet, sa question, son problème, sa difficulté relève bien des compétences du délégué. Et on s'assure également de ce que le réclamant ait fait sa propre démarche. Parce que le délégué ne peut pas se substituer au réclamant, il faut que le réclamant ait fait sa propre démarche. Combien même cette démarche n'a pas eu de réponse, n'a pas abouti, l'essentiel est qu'il ait fait sa démarche. Après, voilà. Donc ensuite, comme l'a expliqué Virginie, on examine un peu la situation, on étudie le dossier, comme on dit, et on voit quel type d'intervention on pourrait envisager, quel interlocuteur solliciter, évidemment dans cet esprit d'impartialité, sans prendre parti pour le réclamant et sans pour autant accuser évidemment l'interlocuteur supposé. Voilà. Et une fois qu'on s'assure des deux aspects, c'est-à-dire à la fois ça rentre dans nos 4 domaines de compétences, un des 4 domaines de compétences, et que la démarche a été faite par le réclamant, à ce moment-là, au bout d'un temps très court, on procède à une interrogation de l'interlocuteur concerné pour obtenir des informations de son point de vue, de façon à appréhender un peu le problème de manière globale et entière. Alors, au sein du conseil départemental, nous intervenons sur tout ce qui est litige avec les services du conseil départemental. Donc, ça veut dire que ça concerne tous les champs du conseil départemental. Donc, ça peut être l'aide sociale à l'enfance, enfin, tout ce qui est type social, les allocations diverses, allocations personnes âgées, RSA, etc. La MDPH, Maison départementale pour les personnes handicapées. Ça peut être les routes, les grands travaux, infrastructures, etc., les collèges, les transports pour enfants handicapés, les transports scolaires pour enfants handicapés. On a pu avoir comme exemple des litiges entre une entreprise et le conseil départemental sur un aspect comptable, après un chantier effectué pour le conseil départemental, un agrément d'adoption, un agrément d'assistante maternelle, où il y avait un désaccord, problématique concernant le respect des clauses d'un bail rural, une contestation de parcelles, de vente de parcelles par le département, et puis des impacts aussi sur des grands travaux en fait pour des particuliers. Voilà, il y en a beaucoup et de toutes les sortes. Pareil, là aussi, on a une variété de situations. Par expérience maintenant, je peux dire qu'il y a notamment les relations que les réclamants ont vis-à-vis de la préfecture lorsqu'il s'agit de titres de séjour.
lorsqu'il s'agit d'échanges de permis de conduire obtenus à l'étranger et qu'il faut faire échanger, des rapports avec Pôle emploi sur les droits aux allocations chômage, sur les allocations retour à l'emploi, sur des formations. Avec la CAF, c'est surtout des demandes de jeunes dont on a peut-être minoré les droits en ce qui concerne les allocations logement. L'assurance maladie, c'est regarder si le réclamant, l'assuré social, est respecté un peu dans ses droits à prestations sociales. Sur les problèmes de retraite, est-ce que dans le calcul de la retraite effectué par un organisme, est-ce qu'il n'y a pas d'erreur ou d'années non prises en compte? Et du coup, ça a un impact sur le montant de la pension qui est versée. Et puis, oui, tout à l'heure, Virginie parlait de l'handicap et de la MDPH. Aussi, on a tous les ans, à la même période, évidemment, à la rentrée scolaire, des élèves dont la MDPH a considéré qu'ils doivent bénéficier d'une aide, et cette aide n'est pas suivie d'effet par soit l'éducation nationale, soit d'autres organismes. Donc là, évidemment, on a un certain nombre de situations tous les ans. C'est un problème récurrent.